Donc c'était l'appel à la prière de Maghreb ou du coucher de soleil selon l'heure locale du Caire. De retour à notre sujet d'aujourd'hui, il s'agit de ce sommet de Shanghai Plus et comment l'économie égyptienne montre de plus en plus qu'elle est plutôt un partenaire tout à fait fiable pour les autres économies internationales. Donc, avant de prendre des analyses en ce qui concerne les différentes dimensions de Shanghai et son impact sur les économies en développement ou émergentes comme l'Égypte, j'aimerais bien sûr vous présenter ce reportage qui va jeter petite lumière sur les Caire qui envisagent l'indépendance économique alors que le programme du Fonds monétaire international touche à sa fin. S'exprimant lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que le gouvernement élabore une stratégie économique nationale à long terme qui s'étendra jusqu'en 2030 et se concentrera sur le maintien de la croissance sans dépendre des institutions internationales selon un communiqué officiel. Ces dernières années, les autorités ont mis en œuvre des réformes pour débloquer des financements extérieurs, notamment un accord majeur avec le FMI et des investissements soutenus par les pays du Golfe. Dans un communiqué publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le cabinet égyptien a cité les propos du Premier ministre. Nous souhaitons élaborer un programme national pour l'État égyptien sans dépendre d'autres institutions internationales. Ce programme sera lié à la présentation pour la première fois l'année prochaine d'un budget triennal. En réponse à une question sur la vision du gouvernement au-delà du programme actuel du FMI et ses efforts pour préserver les gains reflétés dans les récents indicateurs économiques positifs, le communiqué ajoute le Premier ministre a confirmé que le gouvernement élabore un plan détaillé s'étendant jusqu'en 2030. Cela reflète une perspective plus large au-delà du programme du FMI qui se termine fin 2026 au début 2027. Le programme actuel de 8 milliards de dollars de l'Égypte avec le FMI a débuté par un accord de 3 milliards de dollars fin 2022 et a été élargi de 5 milliards de dollars en mars 2024. L'accord comprend des réformes majeures telles que la dévaluation de la monnaie, de fortes hausses des taux d'intérêt, une politique budgétaire plus stricte et la privatisation des actifs appartenant à l'État. Jusqu'à présent, l'Égypte a reçu environ 3,3 milliards de dollars. Un cinquième examen du programme ayant été mené début mai 2025. Dans le communiqué, Madbouli a souligné que le gouvernement accorde la priorité à la stabilité macroéconomique et au développement social. Il a souligné l'importance croissante des programmes de soutien social, affirmant qu'ils continueraient à se développer chaque année. Il a également souligné l'importance du progrès technologique, du développement industriel et d'un plus grand recours à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle dans le futur modèle économique du pays. Concernant le programme actuel du FMI en Égypte, Madbouli a précisé que le programme de réforme a été créé et mis en œuvre par le gouvernement égyptien lui-même, le FMI jouant un rôle de soutien. Il a déclaré que la présence du FMI et d'institutions similaires en Égypte sert de signal de confiance aux investisseurs étrangers et à la communauté financière mondiale et que l'implication du FMI n'entraîne pas de nouvelles conditions ou de nouvelles charges pour les citoyens. Donc, pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne de l'Internet international notre expert dans le domaine politique et sécuritaire, M. Saïd Fathi. Vous êtes toujours bienvenu et bonsoir. Bonsoir, M. Hane, merci beaucoup. Merci beaucoup pour être avec nous à travers la ligne de l'Internet international. Permettez-moi de vous poser cette question. Investir dans la sécurité, c'est investir dans l'économie. Je parle de ce sujet parce que aujourd'hui, on trouve que le thème principal de ce sommet de Shanghai, plus Shanghai le plus grand, c'est la mise en œuvre du multilatéralisme, mais aussi l'assurance de la sécurité régionale et le développement durable. Donc, comment nous pouvons arriver à travers, par exemple, ce sommet de Shanghai, à assurer la sécurité régionale? Comme nous le savions nous tous, bien sûr, que le système politique de notre grand pro, le président Sisi, est bien d'avoir des coopérations
avec tous les pays du monde. C'est pour cette raison qu'il a profité de cette occasion-là, auquel il a participé, Dr Mostafa Madbouli, le Premier ministre égyptien, à ce congrès très important qui s'est accordé à Shanghai, en Chine. En prenant en considération, bien sûr, qu'il y a des différents moyens des échanges de points de vue commerciaux et politiques dans plusieurs domaines. Ce qui mène à dire, bien sûr, que notre Premier ministre, M. Madbouli, est en train, bien sûr, d'élaborer les différentes affaires avec les grands responsables chinois. Ouais. Bien sûr, on compte bien sur quelque chose de très important pour l'avenir de notre pays. Il faut profiter, bien sûr, de tous les points auxquels la Chine est arrivée en essayant, bien sûr, de faire une certaine coopération entre les relations entre les deux pays, y compris les pays africains aussi et les grands pays membres dans ce congrès-là. Et il faut prendre en considération, bien sûr, que la Russie est parmi les grands pays. C'est pour cette raison-là, je tiens à dire que la Russie, avec la collaboration, bien sûr, avec la Chine, qui doivent faire face contre les États-Unis. Comme nous savions, les États-Unis d'une part et les deux autres grands pays sont toujours devant une autre part. C'est pour cette raison qu'ils essayent de récolter ou de trouver des différents moyens avec la coopération des différents pays membres dans cette organisation-là, qui se tient à peu près chaque année. Oui. En fait, nous avons actuellement des défis géostratégiques, comme la guerre en Ukraine, comme la guerre à Gaza. Et en même temps, ce sommet de Shanghai va jeter plus de lumière sur ce qu'on appelle la mise en œuvre du multilatéralisme pour, si je peux dire, arriver à réaliser la sécurité régionale. Comment ou quels sont les mécanismes à utiliser pour arriver à ça? Et l'importance du multilatéralisme pour arriver à une justice sociale, économique et politique au niveau international, au niveau de l'ordre international. Permettez-moi de dire quelque chose un petit peu très important de mon point de vue personnel. Il faut faire une comparaison entre les deux guerres. La Russie d'une part et l'Ukraine d'autre part, c'est quelque chose, bien sûr, entre les deux pays qui se tient à récolter, bien sûr, où bien sûr la Russie a déjà mis ses mains sur des différents endroits. Parmi ces endroits-là, il y a quatre pays qui ont été pris par l'Ukraine. Et ils sont actuellement sous la volonté, sous le droit de la Russie. Mais la guerre, bien sûr, des Palestiniens, c'est une autre chose différente avec, bien sûr, les Israéliens. Nous le savions, bien sûr, que c'est un pays pauvre qui lutte depuis des dizaines d'années, car les Israéliens sont arrivés à occuper leur territoire et ils essaient de les expulser chaque année d'un moyen ou d'autre. Nous voyons bien sûr la famine qui se trouve dans le territoire palestinien. Nous voyons bien sûr tous les camions et tous les aides humanitaires ainsi que les médicaments qui se trouvent au passage de Rafah, qui n'arrivent pas à pénétrer ou à rentrer à l'autre endroit israélien, afin de ne pas permettre au pauvre peuple palestinien d'avoir une certaine aide, soit humanitaire et des médicaments même aussi. Et en plus, ils ont détruit complètement, bien sûr, toutes les frontières de Gaza et ils essaient bien sûr de tuer tout le reste de ce pauvre peuple. Comme le constatons chaque jour, bien sûr, il y a des dizaines et des dizaines qui sont morts, soit des enfants, des jeunes hommes, des vieils hommes, des femmes aussi. Ils ne respectent personne, ils ne respectent rien. Ils essaient d'utiliser la force dans tous les différents moyens et dans tout le territoire palestinien qui a été presque pris par les autorités israéliennes.
Monsieur Saïd Fatah, je dois vous remercier infiniment pour de telles perceptions politiques et stratégiques que vous venez de nous donner en ce qui concerne les différentes dimensions de Shanghai et comment nous pouvons investir dans le domaine de la sécurité pour arriver à réaliser le développement durable. Justement, nous devons si je peux dire, répondre à une question principale. Pourquoi l'Égypte a été invitée par Shanghai? Pourquoi l'Égypte a été choisie pour être l'un des invités de ce sommet de Shanghai qui se tient à Tianjin? Je crois que quelques chiffres, quelques figures, quelques indices vont repenser ou vont répondre plutôt à de telles questions. Et quand même, nous allons faire une sorte de zoom avec l'un de nos invités qui a les mains dans les affaires égypto-chinoises dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau de cette zone de canal, de cette zone économique du canal de Suez, au niveau de la construction, au niveau des énergies. Donc, je dois vous, avant toute chose, présenter ce reportage qui va jeter plus de lumière sur la stratégie intitulée Vision Égypte 2030. Et quelles sont cette vision, quels sont les grands indices à arriver ou à y arriver, à atteindre, mais aussi quels sont les grands objectifs qui ont été réalisés à travers cette stratégie. C'est ce qu'on va savoir ensemble durant les prochaines minutes.